Professeur à l'université de Tours, Michel Verger-Franceschi est un historien médiatique. Depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes en Corse, on se dispute son analyse du temps long, en des lieux où les minutes sont pourtant comptées. Une gageure qui se poursuit aujourd'hui en 26 minutes chrono, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Michel. Alors, on n'est pas tout à fait dans votre vie là d'ailleurs, hein. On est dans les prémices, on est à l'origine. Vous n'y êtes pas encore sur ces photos, là il y a la photo de tous vos aïeux. Ouais, exactement. Et on va apprendre à mieux connaître votre famille, parce que quand on connaît la famille de quelqu'un, on le connaît mieux finalement. C'est vrai, hein, les racines. Alors, on va commencer là. Mon père. Mon père a 20 ans. Mon père est né en 1919, donc il a 20 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Il était jeune officier d'aviation à ce moment-là, avant de devenir professeur de physique ensuite. Et donc, il fait la guerre, il y a la débâcle, il est maquisard et il devient résistant, donc il est dans les FFI. Et il change même de prénom. Et il change de prénom, puisqu'il s'appelle Célestin, et donc dans la résistance, il devient Gaston, et après la guerre, en 1945, il en a marre de Célestin, et il devient Marcel. Et donc on le connaît sous le prénom de Marcel. Et au sortir de la guerre, il tombe amoureux. Il tombe amoureux. Lui, c'est Célestin Verger, et il tombe amoureux d'elle. Ah oui. Il tombe amoureux de ma mère, donc brillante étudiante en droit de l'université de Montpellier, et qui a fait son droit. Elle était née en 18, juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle était née avant l'armistice, et elle a donc 26-27 ans lorsqu'elle rencontre papa. Elle est déjà promise à l'époque, parce qu'à la guerre, elle avait un fiancé. Qu'est-ce qui se passe en fait avec votre maman? Elle avait un fiancé dans la bonne tradition corse que mon grand-père lui avait imposé en lui disant en 1939, voilà, je vais te présenter ton futur mari. Donc elle a été fiancée à un inconnu, et ma mère disait j'ai honte de dire ça, parce que heureusement il y a eu la guerre. Et il a été fait prisonnier donc pendant 5 ans, de 40 à 45, et en 45 elle lui a rendu donc sa bague de fiançailles. Comme ça. Elle a dit, tiens, je te rends ta bague. Et oui, on se voyait, et on ne se connaissait pas. Elle l'avait vu 2 ou 3 fois après les fiançailles. Et elle a dit, je vous rends votre bague parce que je ne vous connais pas. Maintenant, j'ai fini mes études de droit. Et donc, en mars 46, elle rencontre mon père. À Toulon? Non, à Marseille. À Marseille. À Marseille. Et du coup, vous allez être à Toulon? Et je nais à Toulon, Pourquoi? le 28 octobre 51. Pourquoi? Parce que mon père est nommé jeune professeur de physique au lycée de Toulon. Alors on reviendra sur vous tout à l'heure, mais on continue un petit peu l'épopée familiale. Voilà, côté Corse, Franceschi, et on va aller là, si vous le voulez bien. Très vieille photo. Très vieille photo, qui est très émouvante, parce que, alors c'est moi bien entendu, donc le plus petit de la famille, dans la maison où je suis né, qui est ma maison natale, avec l'ancêtre, mon arrière-grand-mère, née sous Napoléon III et que j'ai connue. Elle est née en 1868 et donc elle est morte quasi nonagénaire, avec ses 2 filles, ma grand-mère et mon grand-père, ma grand-tante et son mari, et puis ma mère et ma tante qui sont les enfants donc, de ma grand-mère qui est ici, le mari de ma tante et ses propres enfants. Vous êtes incollable en généalogie, on va s'en rendre compte tout au long de l'émission. C'est vraiment votre dada, j'ai l'impression. Et peut-être que ça va naître pas d'ici, et ça va peut-être être de là-bas. Venez avec moi. Ça vient peut-être, c'est au goût de l'histoire de la généalogie, ça vient peut-être d'elle. Oui, beaucoup. Qui c'est? Elle, c'est la mère de maman. Donc, on dirait sur cette photo une dame, et elle a pourtant que 19 ans sur cette photographie, en 1910. C'est ma grand-mère, Lucie Baldacci, de Corté. Et ma grand-mère avait un frère qu'elle a recherché toute sa vie, alors qu'il avait été tué le 27 septembre 1914. Et donc, j'ai fait une grosse biographie de ce frère, Jean Baldacci, jeune lieutenant saint-cyrien, tué au combat. Vous raccourcissez, parce que ce qui se passe, c'est que votre grand-mère, chaque année, à la date anniversaire de la mort de cet oncle, elle brandissait les pansements, parce qu'on lui avait rendu les pansements de son frère qui était tombé au front. Tout à fait. Et elle brandissait ça en disant le culte du souvenir. Oui. Sauf que ce frère-là, vous allez me dire si je me trompe, il n'y avait pas son nom apposé sur le monument aux morts à Bastia. Exactement. Et donc, Michel, vous écrivez ce livre qui a pris le prix du livre corse en 2014 pour retracer la biographie de cet homme-là. Oui. Et du coup, en retraçant la biographie, vous retrouvez son acte de mort. Oui. C'est ça. Oui. Et donc, à la fin,
Donc je retrouve le lieu et le jour où son frère est mort, le jour de la propre mort de ma grand-mère. Et donc on le lui a dit dans le coma, et on ne sait pas si elle a entendu, on lui a dit voilà, il a été tué à Xivray, le 27 septembre 14. C'est une très belle histoire, et aujourd'hui il est mentionné sur le monument humain à Bastia. Et grâce à ce livre, grâce à Paul Sylvane qui a préfacé ce livre, on a pu faire inscrire son nom sur le monument aux morts de Bastia. Et j'ai mis les pansements de son frère dans son cercueil de ma grand-mère. Quand ma grand-mère est morte, elle m'avait dit il ne faut pas jeter ces pansements, il faudra les mettre à côté de moi. On regarde encore deux autres ancêtres, si vous le voulez bien, Michel. On va aller là. Ah, là. Hein? Tantana. Tante Anna. En quelques mots, qu'est-ce qu'elle a de particulier, Tante Anna? Ah, Tante Anna, c'était la tante de mon père. C'était Tante Anna Verger. Et donc, Tante Anna était orpheline tôt, mais c'était l'aînée de 4 enfants. Le 4e enfant était mon grand-père Verger. Et ça a été une érudite, une femme qui a travaillé comme préceptrice et qui est devenue la préceptrice de Jean Rostand, donc dans la villa d'Arnaga, au Pays Basque. Et donc, c'est une femme qui a parcouru le monde, qui est aux États-Unis, en Russie et tout, et qui était vraiment un livre de géographie ouvert. Et quand j'étais enfant, c'est vrai qu'on n'osait pas dire un mot, on écoutait la tante Anna nous raconter ses visites de Pékin, ses visites de Saint-Pétersbourg, c'était formidable. Dernier portrait, celui-ci aussi. Alors elle m'a aussi beaucoup marqué parce que c'était la mère de ma grand-mère, donc née en 1868. Elle était petite-fille et arrière-petite-fille des Dévotis, qui étaient une famille de sculpteurs de Bastia et qui ont décoré tous les plafonds de Saint-Jean-Baptiste, de la Conception, de Saint-Roch, qui ont fait des statues en bois doré à la feuille d'or absolument magnifiques. Et elle était plus corse que les Corses. À 200%, j'ai été élevé dans le culte de l'adoration de la Corse. Et mon arrière-grand-mère était la 19e de 20. 10 fils élevés au lycée de Bastia et 10 filles au couvent Saint-Joseph. Et les 10 premiers sont nés en janvier, les 10 suivants sont nés en mars. Tous les ans, pendant un peu plus de 20 ans. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. On vous écouterait encore pendant des heures. Mais d'abord, on va changer de pièce, si vous le voulez bien. On a parlé de la famille, maintenant on va parler de vous. Comment vous êtes devenu ce que vous êtes? On a bien compris que... En travaillant. Tout simplement. Allez, venez avec moi, c'est par là que ça se passe. Et donc, Michel, vous travaillez beaucoup, alors installez-vous. Et où est-ce que vous travaillez beaucoup? Vous travaillez beaucoup dès tôt, j'ai l'impression. Regardez. Ah oui, là je suis tout petit, 1958, j'ai 7 ans, avec sœur Agnès, qui est une Ursuline, dans un pensionnat qui est mixte, ce qui est assez rare, puisqu'à l'école, les écoles publiques n'étaient pas mixtes. Et donc je suis élevé chez les Ursulines, comme François Mitterrand avant moi, la génération précédente. Vous êtes où là d'ailleurs sur la photo? Je ne vois Et pas. je suis au 2e rang, le 2e. Ah oui, je vois, voilà, oui, effectivement. à côté de quelqu'un qui est médecin aujourd'hui. Vous êtes un excellent élève. Oui, c'est vrai. On peut le dire. Et c'est de là que vient votre idée de faire de l'histoire. Pourquoi vous avez envie de faire de l'histoire? J'ai toujours eu envie de faire de l'histoire. Parce qu'on a vu, avec la famille que vous avez, on ne pouvait pas faire autrement, peut-être, Je Michel. pense qu'on est formaté parce que bon, j'avais la chance d'avoir des grands-parents et des arrière-grands-parents. Et donc j'ai baigné dans une espèce d'atmosphère de 19e siècle où on me parlait de la guerre de 14 un petit peu. Alors je n'y étais pas, mais mes grands-parents y étaient. Et donc j'ai entendu, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre sur Jean Baldach, rendre hommage à une génération que les gens de mon âge, qui ont plus de 60 ans, ont entendu. Et donc c'est quelque chose, Verdun, la Marne, le Maroc et tout, qui était omniprésent dans les repas de famille. Et donc c'était tout naturellement la raison d'en faire un métier. Oui, c'était aussi les portraits, les tableaux, beaucoup de souvenirs de famille, donc qui avaient été ramenés. Justement, et pendant votre jeunesse, là on est à Rogliano. Ça c'est Rogliano, c'est la vieille maison avec les vieux volets intérieurs dans ma chambre, donc avec les contrevents 18e siècle. Quel est votre rapport à la Corse? Parce que vous avez grandi à Toulon. Oui. Vous veniez quand en Corse et de quelle Souvent. manière? Alors on y venait tous les étés, Oui. donc on attendait avec impatience les vacances fin juin, et on y passait juillet, août, la plage à Maginage, les archives donc de Rogliano, les archives de Centour, les registres paroissiaux. Là, je suis sûrement... Vous y venez pour travailler aussi, quoi, finalement. Oui. Parce que vous êtes en train de travailler quand même. Hein. Oui, c'est sûrement le bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse qui est à côté de moi sur la vieille table à jeu Louis XVI de mes grands-parents. Et c'est là que j'ai publié mes premiers articles. On va revenir là-dessus. Mais pour l'instant, vous êtes encore étudiant. Et quand vous êtes étudiant,
Il y a cette photo. Ah ben, je Enfin, il y a poursuis les plusieurs études, photos. oui. Alors, vous poursuivez vos Voilà. études, mais je n'ai pas mis ça par hasard. Parce que vous vous êtes marié 3 fois, Oui, Michel. oui. Aujourd'hui, vous êtes encore célibataire. Je sais pas si. Oui, oui. Bah, surtout, vous n'avez pas d'enfant. Non, pas encore. Pas encore. Pourquoi pas encore? Ça peut toujours venir. Oui, je me suis marié 3 fois, j'ai divorcé 3 fois. C'est vrai que j'ai toujours aimé les femmes et l'histoire. Allez, on passe. Alors, on va continuer de manière un peu plus sérieuse, si vous le voulez bien. Ah voilà, alors Là, ça, c'est sérieux. Hein, c'est c'est votre ser- premier poste. C'est votre c'est- premier poste au oui. Havre. Vous êtes en ZEP, en Oui. zone d'éducation Tout à prioritaire. fait. J'avais des enfants qui étaient de milieux, mais hyper défavorisés. Et donc, j'allais voir les gens riches au Havre, parce qu'il y en a comme partout, c'est-à-dire le Rotary Club, le Lions Club, et j'organisais des sortes de quêtes. Et donc, ça me permettait d'amener des enfants de 6e, dont beaucoup avaient déjà perdu le père. C'est extraordinaire. C'était des élèves qui, à 12 ans, 14 ans, il y avait la moitié des élèves qui n'avaient déjà plus le père, qui était mort d'Aucaire, etc., sur les quais. Et je les avais amenés à Delphes, à Athènes. Et ces enfants qui étaient vraiment des élèves de ZEP, avec beaucoup d'émigration, il y en a aujourd'hui qui sont juges pour enfants, qui sont capitaines de vaisseaux. Donc, votre métier, il est très important. Pourquoi? Parce que vous transmettez quelque chose. C'est ça C'est le bonheur d'enseignant. Moi, je pense que je n'ai jamais travaillé parce que ça a été un bonheur à vie. Ça fait 44 ans que je suis professeur, donc depuis 1974, dont 32 ans en fac. C'est un plaisir. On a un public qui vous écoute, avec qui on échange des choses. Et il vous apporte énormément de choses. Moi, mes gamins de 6e de ZEP m'écrivent à Noël, me souhaitent la bonne année, me disent « Je suis vice-président de l'association de généalogie de Normandie, à Rouen, au Havre, etc. » Et puis, il y a un privilège aussi, enfin vous l'avez dit de toute façon, c'est que vous n'êtes toujours pas à la retraite. Non. Hein, et parce que quand on vieillit, qu'est-ce qui se passe quand on est historien? On se transforme en témoin et on est encore plus intéressant pour les élèves? Oui, je pense que mes cours sont meilleurs d'année en année. Et la semaine dernière, mes étudiants m'ont applaudi, donc j'ai trouvé ça formidable à l'issue d'un cours de première année. Allez, diapositive suivante. Ou plutôt là, on va écouter. 2 tomes en un coffret pour raconter l'histoire, notre histoire des origines à aujourd'hui. Voilà le résultat de quelques 20 années de recherche lucidement passionnées et de 2 années d'écriture. D'abord effacer les mensonges et les demi-vérités, car selon l'historien, la Corse est un pays et celui de la grandeur. Ce que je voudrais donner, c'est un éclairage objectif, parce que je trouve qu'assez souvent, on nous regarde avec une certaine ironie, il y a certains clichés, et qui sont totalement faux, et donc il y a tellement de contre-vérités. Alors c'est pour ça que mon titre, il se veut un peu provoquant, Pays de la grandeur, c'est pour montrer que tout ce que les Corses ont fait, à Porto Rico, en Amérique, aux colonies, et l'ont toujours très bien fait. Vous enseignez, Michel, vous écrivez énormément. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, vous avez écrit plus de 80 livres, 400 articles. Vous travaillez 15 heures par jour. Non, combien d'heures par jour? Oui, Enfin, je sais qu'en tout cas, Entre 10 et 15. entre 10 et 15, il faut écrire combien de lignes par jour? Il faut faire 10 pages. Quand j'avais 12 ans, François Mauriac parlait à la télévision. Alors on disait à Mauriac, comment vous avez écrit tout ça? En disant, j'écris 10 pages par jour. Et donc j'avais 12 ans, ça m'avait marqué et j'ai imité. Et alors je ne ressemble malheureusement pas à François Mauriac, j'en ai ni le style ni le talent, mais j'ai la puissance de travail, ça oui. Aujourd'hui encore, 10 pages Oui, par jour. Mais oui. vous écrivez sur quoi 10 pages par jour? Mais sur les livres que l'on me commande dans le courant de l'année. Bon, le dernier, c'est l'identité corse. Donc On aura l'occasion d'en parler, j'ai bien travaillé, sûr. Il n'y a que des commandes? Oui, c'est des commandes de plaisir, parce qu'on sait ce qui me ferait plaisir. Donc on me demande des bouquins sur l'enfance corse de Napoléon, sur Pascal Paoli, évidemment, qui a été un énorme travail. On me commande parfois des bouquins. Henri le Navigateur, j'avoue que je ne savais pas grand-chose sur ce prince portugais quand on me l'a commandé. Et je me suis mis au travail, je me suis mis à étudier des documents 14e, 15e siècle pour rentrer dans le sujet. Et donc c'est vrai que la Corse, pays de la grandeur, le titre avait été un peu provoquant à l'époque. Alors le pays, parce que c'est la Corse, on a tort de l'opposer à la France. On a tort d'opposer à la France parce que c'est 2 pays effectivement d'essence différentes. Alors ce que j'aime bien dire, c'est que la Corse, c'est une création divine. Parce que c'est Dieu qui a créé l'île. Et donc les frontières de la Corse, elles remontent aux origines. Et la France, c'est un pays qui est une construction humaine. C'est différent. C'est Louis XIV qui a pris l'Alsace, le Roussillon, qui a acheté Dunkerque, qui a pris Lille, qui a pris Strasbourg. Et donc, c'est 2 pays d'essence différentes, d'où le choix de pays, mais
c'est une histoire commune depuis 5 siècles. Et ça, c'est quand même très important. Et on a tort parfois d'opposer la Corse et la France. Il y a la France de la monarchie absolue, c'est une chose, c'est elle qui a fermé l'université de Corté avec Louis XV, et puis il y a la France de la République, et c'est quand même la République française qui a ouvert l'université de Corté. Et donc j'aime bien faire ce distinguo en disant à Ponténove, c'est pas la France qui envahit la Corse, c'est la monarchie absolue, c'est les troupes royales. Par contre, la France de la République, c'est 1943, premier territoire, De Gaulle disait morceau, de la France libérée, etc. On aura l'occasion de revenir sur les rapports entre la Corse et le continent, mais avant cela, j'aimerais vous montrer cette diapositive. Et vous parliez de commandes, mais les commandes, elles sont dans votre cœur aussi, j'ai l'impression, parce que là, on est chez vous, là. Et chez vous, il y a des reliques, il y a de tout, on trouve de tout. Et c'est en regardant des fois ces objets que vous avez des envies d'écrire aussi, peut-être. L'inspiration, vous la trouvez Bien chez sûr. vous. On l'a vu dans votre famille, mais dans les objets de votre quotidien, Michel. Oui, c'est mon quotidien. Ça, c'est le secrétaire Louis-Philippe de mon grand-père, la petite pendule que mon grand-père avait sur son bureau, son petit tampon vertical avec ses initiales en dessous, vert, qui est juste à gauche, les petits vases en argent de la fameuse Tantana dont on parlait tout à l'heure, qui est de l'argent américain, ce n'est pas des vases en argent massif français. Tous les objets qui sont là, on les montre, le tampon en argent de ma mère avec ses initiales OF, donc au premier rang, les jumelles de mon arrière-grand-père Franceschi qui a fait son service militaire dans la marine, et à droite, un petit réveil qu'on appelle un réveil d'officier, une pendulette d'officier du fameux tonton Jean Valdassy en 1914 dans son coffret. Vous la matérialisez l'histoire, en tout cas. Oui, je suis arrivé à l'histoire par ces objets. Alors c'est vrai que quand on entre chez moi à Paris, on est un peu surpris et beaucoup de gens me disent « Ah on franchit un autre siècle, surtout dans le salon et dans la bibliothèque. Le reste est plus viable, entre guillemets. » On va franchir aussi quelque part peut-être un siècle, parce qu'on va aller dans des écrans beaucoup plus modernes. C'est dans une autre pièce que ça se passe, Michel, avec d'autres surprises, j'en suis sûr. Vous me suivez? Je vous suis. Allez, venez. Michel, bienvenue dans la dernière pièce. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la télé ensemble. Et quelque chose me dit que la télé, je ne sais pas si vous l'avez regardée ces derniers temps, mais en tout cas, on vous y a vu. On vous y a vu. C'était C'est dans l'air. C'était effectivement en février dernier. On parlait que de ça, on écoute. Macron face aux nationalistes, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir. Franceschi, bonsoir. Vous êtes historien, auteur d'une histoire de l'idée. Avec nous, pour aller plus loin, ce soir, Michel Verger-Franceschi, historien, professeur à l'université Tours et auteur de On vous a présenté partout, sur tous les plateaux. Vous avez fait combien de plateaux de télévision à cette époque-là, à l'occasion des élections gagnées par les nationalistes en Corse, bien sûr, J'en ai fait un peu plus d'une vingtaine, dont 7 dans la même journée, à partir de 5h30 du matin jusqu'à 23h. C'était incroyable, vous voyez partout. Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin de vous, d'un historien, sur ce genre de plateau? Et parce que la Corse passionne, et donc les gens veulent comprendre. Et les continentaux ont du mal, parce qu'ils sont continentaux justement, à comprendre des insulaires. Une île, ça fait toujours rêver, que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe, l'île de la Tortue autrefois, des gens qui vivent un petit peu à part, qui sont totalement entourés d'eau. On les regarde un peu comme coupés du monde, un petit peu comme des zombies, comment ils vivent. Et quand j'étais enfant en vacances à Rodez, quelqu'un dit à ma mère et à ma tante, mais comment vos maris vous ont trouvé dans une île? C'était vraiment les deux femmes qui mangeaient une arête de poisson. Voilà. Oui, mais ça c'était pour le public national, effectivement, mais j'ai l'impression que vous vous adressiez aussi quand même un petit peu au public insulaire quelquefois. Parce que je vous ai entendu dire sur un de ces plateaux, je ne sais plus lequel, sur la Corse, depuis quand la Corse est française? Vous rétablissez quelques petites vérités, et c'est là qu'un historien est intéressant sur ce genre de plateau. Oui, parce qu'on entend des contre-vérités. Alors Oui. la Corse toujours conquise, jamais soumise, Oui. etc. On a été pris, envahi en 1769, etc. Ponténove. La Corse devient française par décret le 30 novembre 1789, lorsque une adresse, c'est-à-dire une demande de la ville de Bastia, est envoyée aux députés de l'île de Corse à l'Assemblée constituante à Paris, qui demande le rattachement de l'île de Corse
à la monarchie française. C'est les termes qui sont employés à Bastia. Et le décret est voté en disant le rattachement de l'île de Corse à l'Empire français au sens d'imperium, c'est-à-dire le territoire. Donc la Corse est devenue française le 30 novembre 1789. Quand les députés corses L'ont vont à demandé. Paris et disent on veut être français, c'est comme ça. Tout à fait. Et en 1769, c'est autre chose. Louis XV, donc c'est la monarchie absolue, ça n'est pas encore la République, etc., dont le premier président est un Bonaparte, il ne faut pas l'oublier, en 1848. Et bien en 1769, c'est la monarchie absolue et Louis XV qui envahissent effectivement l'île de Corse avec 20 000 soldats. Et à cette bataille de Ponténove, 2 000 Corses ont combattu pour essayer de conserver le général, c'est-à-dire le Babou, c'est-à-dire Pascal Paoli. Si on veut en savoir plus, de toute façon, on se plonge dans la lecture d'une histoire de l'identité corse. Il y a tout là-dedans. Et effectivement, un historien, c'est ça, c'est pour rétablir quelques vérités. Oui. En tout cas, est-ce que ça s'oppose un petit peu même au repli identitaire, finalement, quand on fait de l'histoire? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas? C'est un peu sévère, disons. Ouais. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un repli identitaire, parce que la Corse a été ouverte sur le monde depuis toujours. Et la diaspora corse en est un merveilleux témoin. J'ai des cousins américains qui rachètent des maisons dans le Cap Corse en ce moment et qui font retravailler des couvreurs corses, des charpentiers, des menuisiers. Ils rachètent des tours à Morsiglia, par exemple. Et donc, on est très proche des États-Unis. On est très proche de l'Asie et il ne faut surtout pas se replier dans nos frontières. Mais une autre façon qui prouve vos propos, en tout cas, une autre action, c'est celle-ci. C'est celle-ci. On est où là? On est à Bonifacio. On est là. C'est les fameux colloques de Bonifacio. On fête le 20e colloque de Bonifacio cette année, donc j'invite depuis 1998 10-12 conférenciers tous les ans. On en est donc à 240. Et donc, pour le week-end de Pentecôte, cette année, on fera notre 20e colloque de Bonifacio consacré à l'histoire de Bonifacio. Alors, c'est comme Astérix. On a la Corse et Venise, la Corse et le monde musulman, les femmes corses, etc. On a une série qui est la même qu'Astérix. Et des professeurs qui viennent d'Oxford, de partout. Hein. C'est vraiment des pontes. De Naples, d'Oxford. Et là aussi, justement, vous faites venir du monde avec le colloque Pozzo di Borgo à Latte. Tout à fait. Hein. Là, c'est des ambassadeurs plutôt. C'est plutôt Oui. une histoire diplomatique. Là, ce sont des journées d'histoire diplomatique. Donc, quand on a sorti mon bouquin l'an dernier sur Pozzo di Borgo, qui est un destin extraordinaire, cousin de Napoléon, qui fait battre Napoléon, notamment à Waterloo. Ils se regardent tous les deux à la longue vue. Et il va chercher Louis XVIII à Londres pour rétablir la monarchie donc, des Bourbons. Eh bien, on a organisé avec l'actuel régnier duc Pozzo di Borgo, avec plusieurs ambassadeurs, Zipper de Fabiane en particulier, qui est d'origine corse. On organise des journées à la thèse et avec une publication qui est sous presse aux éditions Albiana et qui sortira dans quelques semaines. On est d'accord que c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Hein, c'est pas de Les colloques l'entre-soi. sont toujours gratuits. Voilà. Et je n'ai aucun droit d'auteur, je tiens quand même à le dire, sur aucune des publications, ni de Bonifacio, ni d'Alatta, et la plupart des publications faites en Corse. Dernier écran de la journée, dernière photo, il y en a deux. On va commencer avec celle-ci. Ah, ma mère, le jour de ses 90 ans. Pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que votre mère a connu Gustave Eiffel. Oui, ma mère a connu Gustave Eiffel quand elle était petite. Il avait 5 ans quand il est mort. Et la fille de Gustave Eiffel, Valentine Eiffel, avait épousé Camille Piccione, qui était ministre plénipotentiaire, qui était l'arrière-grand-oncle de maman. Et la famille Lucchetti et la famille de maman sont très proches donc de la famille Eiffel. Et donc, j'en rajoute une couche. Il y a derrière votre arrière-grand-mère. Voilà. Pourquoi je mets votre arrière-grand-mère? Qui s'appelle Terami. Terami, parce que votre arrière-grand-mère a connu son arrière-grand-mère, Oui. qui vivait à l'époque de Louis XV, donc Tout sous à fait. Ponténove. Sous Ponténove, tout à fait. Ça veut dire que l'histoire, on est concerné par l'histoire, Oui. Michel. On peut toucher l'histoire, on en revient avec les objets, vos reliques que vous aviez chez vous. C'est ça qui est important. Et quand on voit que les gouvernements qui se succèdent essayent de toucher à l'histoire finalement à l'école, on essaye de la mettre un petit peu de côté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous? Que c'est une erreur monumentale. Moi, Et la meilleure façon de faire sentir que c'est une erreur monumentale, c'est de voir que on est concerné par l'histoire, en fait, Michel, non? Bien sûr, bien sûr. Et la dame que vous montrez là, donc, était enceinte de 8 mois et 3 semaines lorsque l'impératrice Eugénie de Montiro est arrivée à Maginage et à Orléans, et elle a offert un mouchoir que nous avons toujours, donc, à cet ancêtre, ce 2 décembre, également un 2 décembre 1869.
On a tout dit là pratiquement, ça y est. Oui. Hein, je pense qu'on a tout dit. Alors avant de se quitter, on va faire un selfie, vous savez, c'est la Ah, tradition. Si j'arrive à retrouver mon téléphone, voilà, il est là. Vous en faites de temps à autre avec vos élèves? Oui, avec mes étudiants. Oui, ah oui, Oui, c'est vrai. oui, 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 Il ne oui, faut pas ça- vous applaudir, ils prennent des photos, Oui, c'est oui, nouveau. ça me plaît bien. Ah non, mais si ça vous plaît alors, vous êtes un spécialiste. Voilà. Voilà. Ça a été un plaisir. Merci. Michel C'est moi Verger-Franceschi. qui vous remercie infiniment Ah, et bien. vous félicite pour la qualité de toutes vos émissions. Oh, c'est gentil comme tout. On se retrouve du côté d'Alain et de Bonifacio, autour, peu importe, de toute façon. L'important, oui. c'est qu'on se revoit. À votre disposition. Merci Michel, à bientôt. Au revoir.